Christian Constantin, portiere, parlo di quasi 50 anni fa, ha giocato anche una stagione nel Lugano, poi imprenditore, ma soprattutto presidentissimo del Sion da una vita e grande appassionato di calcio. E siccome eri portiere, Christian, nella storia del calcio svizzero, chi è stato secondo te o chi è secondo te il miglior portiere? Pour moi, c'est Mario Prosperi. Ça a toujours été mon idole. Mario, d'ailleurs, quand je suis venu à Lugano, c'était parce que j'aimais Mario. Et d'ailleurs, il avait fait le dernier match de sa carrière contre Neuchâtel Xamax, où je jouais, dans un match avec Chiasso, où il y avait encore Altafini, l'année-là, Chiasso. Non ci siamo messi d'accordo, ma guarda queste immagini. Le avevo preparate, non sapevo che per te il miglior portiere della storia del calcio svizzero fosse Mario Prosperi, che giocò peraltro anche poche partite nel nazionale, perché spesso gli preferivano o Deck, o Kunz, o Gröbli, ma lui era molto più forte di questi tre. Non, alors attention. Alors Oui. on va être clair. Mario, son entraîneur, c'était Louis Maurer, quand il était à la nationale. Et il y avait un grand débat entre les Balois, qui étaient les Balois comme aujourd'hui, Odermatt, avec des grands joueurs de balle qui faisaient, eux, l'équipe nationale et qui voulaient mettre plutôt Marcel Kuntz dans les buts. Deck a moins joué. Et Marcel Kuntz était plus lourd, était moins intéressant dans le but. Et je pense que si on a Mario dans les buts en 1970 contre l'Angleterre, quand Jean Dupeux met un ballon sur la transversale de Banks, et puis on fait 2-2 à Saint-Jacques, si on a Mario dans les buts, on se qualifie pour la Coupe du Monde. Mario, pour moi, était le plus souple, le plus félin, le plus... E poi era molto bravo già con i piedi. Mais il était fantastique au pied. Il avait les qualités du numéro 10. D'ailleurs, Mario était souple. Non, Mario, pour moi, c'était le meilleur. Après, j'ai beaucoup aimé Eric Burgener parce qu'il avait une certaine allure et puis une philosophie dans le but de Frankie Seychelles qui était sur la pointe des pieds, mais Mario était le numéro 1. E Sommer dove lo mettiamo? Non, Yann est un grand gardien. Mais c'est pas la même époque. Yann est un gardien qui aujourd'hui, Yann, moi je pense que c'est un gardien incroyable. Aussi pour la Suisse, il est titulaire, il est champion d'Italie. Il n'y a pas beaucoup de Suisses qui ont été champions d'Italie. Il a joué au Bayern de Munich. Il a joué des qualifications et des matchs importants pour la nationale. Moi, dans le tiercé des meilleurs gardiens, j'ai le souvenir d'enfance de Mario, mais dans le tiercé, Yann y fait partie. E Costantin, che portiere era? Alors moi, j'avais le mérite, si on veut, quand j'étais jeune, j'ai eu Fogel comme entraîneur à l'époque, et Maurer aussi. Il me disait, mais toi, tu dois penser à Milan, tu dois penser à Munich. Mais à l'époque, les frontières étaient fermées. Mais quand je vais jouer à Neuchâtel, avec Facchinetti, je suis arrivé, j'avais pas fini mon apprentissage, j'avais 18 ans. Gilbert disait toujours à tout le monde, disait, Christian, il est arrivé chez nous comme apprenti, mais 6 mois plus tard, il nous commandait tous. Donc ça veut dire que peut-être que c'est pour ça que j'étais plus un président qu'un gardien, parce qu'à l'époque, on travaillait à côté, c'était autre chose. Mais j'avais une grande passion du football, mais je pense que c'est pour ça que j'ai toujours beaucoup de respect et beaucoup d'admiration pour les gardiens de but. Passione per il calcio, ma anche passione per altre cose, come dimostrano queste immagini. Ogni anno a Sion fai un gala, giusto? Giusto. E tu fais quoi? Cosa fai? Non, mais le gala, on fait, depuis 12 ans, on a fait 20 fois le gala. Mais 12 ou 13 fois, ça a été le plus grand dîner-spectacle du monde. Ça veut dire qu'on avait pratiquement 8000 personnes. Alors on faisait... La chance, pourquoi on était le plus grand, c'est parce qu'on faisait la choucroute, puis on n'avait pas besoin de faire un service sur assiette, donc on pouvait déposer les plats sur la table et les gens se servir. Et là, si on veut, on a tout le temps fait un gala incroyable. D'ailleurs, Bocelli est venu, plusieurs chanteurs italiens importants. Ma come hai fatto a far venire Bocelli? J'ai été le chercher avec un four à raclette à Forte di Marmi. Je dis la vérité, j'étais à Forte di Marmi avec un four à raclette, quelqu'un qui le connaissait, et puis je lui ai dit... Ma che mese era? Mese non era d'estate però. Non, mais j'ai fait, je te montrerai les photos, je te donnerai une photo après, puis il est venu parce que c'est une personne très, très fantastique, qui aime beaucoup le football aussi,
qui a perdu ses yeux, enfin perdu une partie de sa vue quand il avait 14-15 ans parce qu'il travaillait il avait une ferme où les parents travaillaient, puis il a eu un problème avec le foin, enfin avec une poudre qui est arrivée dans ses yeux, qui a fait qu'il a perdu une partie de ses yeux, mais c'est un garçon aussi fantastique et qui a la passion du football, et il a été très très gentil. D'ailleurs, quand il veut venir à faire le gala, il m'a demandé une chose, il voulait faire du ski. Alors je l'avais mis à Verbier dans un bel hôtel, et puis on avait organisé pour qu'il puisse faire du ski. Mais la chance que j'ai eue, c'est que le jour où il voulait faire du ski, il faisait tellement mauvais temps qu'on n'a pas eu besoin de prendre ce risque. Allora, hai convinto Bocelli, hai convinto, ma ne parleremo dopo, anche dei grandi giocatori a venire a Sion, ma ritorniamo indietro nel tempo. Ad un certo momento hai convinto anche la famiglia Agnelli, perché eri molto giovane, c'era un garage in disuso in Vallese. C'est un peu différent. Gianni Agnelli, quand il voulait faire le marché de la Fiat en Suisse, la première base qu'il avait choisie, c'était Martigny. Pourquoi? Il y avait le tunnel du Grand Saint-Bernard qui était en train de se creuser. Et puis, en Valais, il y avait la construction de tous les barrages où ça demandait beaucoup de matériel, l'Iveco, enfin, tout ça. Et quand il a arrivé, il avait identifié les terrains. Une partie de ces terrains appartenait, une petite partie, à un garagiste qui avait la représentation pour Renault. Alors, lui voulait garder le marché de la montagne et de marché pour lui. Donc, il n'a pas pu faire ce garage-là. Et en même temps, ils ont creusé le Mont Blanc. Alors, quand ils font creuser le Mont Blanc, ils se disent, mais qu'est-ce que je vais m'embêter d'aller en Valais? Il y a un terrain vers l'aéroport de Genève à Mérin. Je vais prendre ce terrain et puis je vais laisser tomber le Valais. Alors, il laisse tomber. D'ailleurs, il y avait 2 stations-service. Il y en a toujours une quand on monte le Saint-Bernard. Et puis, je vais le voir. Mais pour aller voir Gianni Agnelli, je suis en 1979, par là, 78, 79, enfin j'ai une vingtaine d'années. Je ne sais pas comment faire pour aller le voir. Je vais le voir au Stadio Comunale à Turin, l'ancien Comunale où Torino joue maintenant, mais qui a été transformé. Ma come hai fatto? Hai comprato il biglietto per andare alla partita? Je prends le billet, je vais au match, je vais à la tribune, et puis à la mi-temps, je vais voir l'avocat. Monsieur l'avocat, vous avez un terrain dans la région, très gentil, il me dit, écoute, je te donne un numéro de téléphone. Vous appelez une de mes collaboratrices, elle va vous donner un rendez-vous pour me rencontrer. OK? Le match, je me rappelle très bien, c'était à Juventus-Catanzaro. Une année où Catanzaro avait bien fait, je pense la meilleure, et Catanzaro devait se battre sur ce terrain de la Juve avec pénible, et il y avait Palanca qui était devant, qui faisait le festival tout seul. Mancino. Et ils devaient tous se débrouiller tout seul, le pauvre. OK? Le lendemain, j'appelle le numéro que Gianni m'avait donné, et il me donne un rendez-vous à la tour Mirafiori à Turin. J'arrive à cette tour, je me rappelle, il avait un terrain de 6000 mètres carrés qui m'intéressait, il y avait l'autoroute qui arrivait là, enfin c'était prévu comme ça. Je vais le voir, et puis je lui dis, écoutez, vous avez un terrain chez moi, j'aimerais vous l'acheter, OK? Il me dit, écoutez, je regardais dans mes bilans, je vous laisse, je vous le vends au prix du bilan, 660 000. Et puis il me dit, tu me payes comment? Je dis, pour le moment, j'ai que 20 000 francs, donc je suis un petit peu court. Alors il me dit, écoute, tu gardes les 20 000 francs pour le notaire, je te fais une promesse de vente de 2 ans, et si dans les 2 ans, tu es arrivé à réunir la somme et puis à faire le projet que tu veux, tu viens me voir, et puis le terrain, il est à toi pour 660 000. Puis 2 ans plus tard, j'avais réuni les montants, enfin j'avais monté mon opération, et puis je lui ai acheté ce terrain, voilà. Et l'imprenditore Constantin parte da lì? J'avais fait 2-3 petites choses, mais la première grande opération, c'était celle-là, ouais. Ed è lì che è nato questo amore anche in generale per il calcio italiano? Ouais, mais moi j'ai toujours suivi le calcio italien. J'ai tout le temps. D'ailleurs, quand on était jeune, on regardait le samedi après-midi une heure à Pervoy en Suisse romande. Tu voyais la caméra derrière le but. Tu avais un but de Gigi Riva, t'avais Gianni Rivera qui donnait un ballon. Tu voyais rien du tout, mais tu étais très content de voir ça. Le premier match que je jouais en Italie, j'avais 7 ou 8 ans.
je pense que c'était l'Inter à match de Coupe d'Europe. Sì, Sarti, Burdic, Facchetti, Bedin, Guarneri, Picchi, Jair, Mazzola, Pero, Suarez et Corso. Avec Jair qui allait à 200 à l'heure, un de ces matchs avec Eleno Herrera, j'étais sur les épaules de mon oncle à l'ancien San Siro avec les 2 anneaux, on était tous serrés comme ça et puis tu n'avais pas l'autoroute, tu traversais toute la vallée d'Ost avec la route de la nationale, c'était une autre époque. Voilà. Quindi la squadra del cuore in Italia è l'Inter, per Costantin. Moi, j'aime beaucoup les clubs, de manière générale. Donc, c'est comme si tu me dis au Tessin, t'aimes mieux Bellinzone que Lugano, Ambry ou Lugano. Moi, j'aime les Tessinois. Moi, les bagarres que vous avez entre vous, je m'en fous. Donc, en Italie, je peux pas dire je suis plus interiste, milaniste ou Juve. J'aime beaucoup la Juve parce que je expliquais avec Gianni, il a eu du cœur avec moi. Mais comme j'ai eu des bons rapports avec Berlusconi quand je prends Gattuso, comme j'ai eu des bons rapports avec l'Inter parce que je me suis entraîné à Bordone à l'époque, donc j'ai pas de... Avec le père Moratti aussi, par exemple, quand il m'avait expliqué comment il avait fait quand il avait dû prendre Cagliari pour leur donner le Scudetto parce qu'il en avait besoin par rapport à la plus grande raffinerie d'Europe qu'il devait faire du côté à Cagliari. Donc j'ai toujours beaucoup aimé les clubs italiens. Hai citato Gattuso, in realtà Gattuso arriva perché doveva arrivare Del Piero. È il 2012, Del Piero decide di smettere con la Juventus, era tutto fatto, poi perché è saltata la trattativa? Non, mais Del Piero, j'aurais pratiquement pu l'avoir. Mais à ce moment-là, le Premier ministre australien demande Qui vediamo le immagini dell'addio di Del Piero alla Juventus. Ouais, il finit là, et le Premier ministre australien qui a envie que le football australien prenne une dimension nouvelle pour viser une Coupe d'Europe, demande à l'Italie de demander à Del Piero de venir en Australie, mais c'est comme ça que j'ai pas pu faire, mais j'avais dans l'idée de réunir Del Piero avec Rino. Oui. Et Gattuso come fa ad arrivare a Sion? Alors j'étais loin à Milan, on s'est vu à Malpensa. Et Rino, c'est un garçon qui a vraiment du cœur, qui a vraiment de la générosité, qui est vraiment un garçon de grande qualité. Et puis, je l'ai convaincu, comme on convainc les footballeurs, de venir chez nous. A priorité, les joueurs, c'est des passionnés qui ont envie de faire du football. Ecco, però ad un certo momento sei entrato in rotta di collisione anche con Gattuso, quando Gattuso allenava la squadra. Gattuso voleva giocare in un certo modulo, il 4-3-3, Costantin non è d'accordo, imponi a Gattuso di cambiare modulo, vincete una partita, mi sembra, in Coppa Svizzera, poi qualche giorno dopo andate a San Gallo, Gattuso ripropone il suo vecchio modulo, perdete la partita e cacci Gattuso. Après Gattuso, parce qu'après on devait faire mieux dans le championnat, je l'ai changé, mais en même temps que je le change, je lui trouve une place de travail à Palerme avec Zamparini et je lui ouvre la porte de Palerme, mais je dois être juste, quand j'ouvre la porte avec Zamparini de Gattuso à Palerme, j'arrive à lui vendre la Ferti à Zamparini, donc j'ai dit, tu prends Rino, c'est très très bien, mais achète-moi la Ferti. Et il m'avait acheté la Ferti en même temps, c'était un bon deal pour moi. È altresì vero che Costantin di allenatori ne ha cambiati parecchi. Se non sbaglio, da un punto di vista statistico, 62 cambi di allenatore in oltre 20 anni di presidenza del Sion e 46 persone diverse. Perché cambi così tante volte l'allenatore? Tu sais, la vérité, c'est que des fois, tu penses que tu changes, que ça va aller mieux. Des fois, tu veux pas changer, tu penses que ça va aller mieux. Mais dans les deux variantes, c'est souvent de la merde. Souvent? Souvent. Spesso? Oui, quand les championnats sont mal partis, quand les choses... Regarde, cette année, la Sampdoria, ils sont c'est un grand club, ils ont changé 4-5 fois d'entraîneur, mais les résultats sont toujours les mêmes. Ma sbaglio o in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni ti sei un po' tranquillizzato? Ben, Tolo, c'est bientôt le plus vieil entraîneur de Suisse derrière Croci Torti et puis Magnin de Lausanne. Hein. Quindi vuol dire che c'è un buon rapporto con Tolo? Non, mais j'ai des très bons rapports avec tous les entraîneurs. D'ailleurs, si tu regardes, quand tu dis que tu as changé 42 fois pour 45 ans,
ça veut dire qu'il y a en tout cas 20 qui sont revenus 2 fois. Sì. Soprattutto Tolò e Tramezzani, 4 volte. Oui, mais c'est égal. Mais souvent, les entraîneurs aiment revenir travailler avec moi. Ça veut dire qu'on garde des bons rapports et puis que c'était un bon souvenir. Però è altresì vero che anche con Tolò è storia di qualche settimana fa, a Losanna perdete la partita, mi sembra 1-0, Constantin entra negli spogliatoi e fai lo show, giusto? Non, alors le show, pas. On avait perdu, on perd 2-0, mais on a à Lausanne à la 95e minute. On a 0-0, on se fait prendre en contre-attaque quand on peut être resté tranquille et faire un point sans vouloir aller se faire prendre un but stupide, ce qui est arrivé. Mais ce printemps, j'ai perdu 12 points dans le temps additionnel. C'est pour ça que là, j'ai convoqué tout le monde dans le vestiaire, tous les gens que je payais, pour leur expliquer que moi, je leur payais le salaire jusqu'au dernier jour du mois et qu'eux, ils me faisaient un travail jusqu'au 99 ou 98% du temps qu'ils jouaient, que ça n'allait pas continuer comme ça. Hai tolto la giacca prima di parlare? Perché si dice che quando Constantin si arrabbia toglie la giacca. C'est possible. Je ne veux pas dire je sais pas, mais c'est possible que... Non, mais quand je fais les yeux noirs et puis je peux faire je fais mes remarques, souvent il n'y a pas de bruit puis on écoute. Cosa mi dici di questo signore? Moi, Alberto Bigon. Alberto, ça a été un grand entraîneur. Et Alberto, si on veut, j'avais du plaisir à le prendre pour une chose. C'était quand même qu'il avait fait le Scudetto avec Naples et Maradona. Et Alberto avait fait aussi une autre chose qu'on n'a pas réussi à faire, c'est qu'il avait commencé... Lui, il finissait sa carrière à l'Anerossi Vicenza e Roberto Baggio commençait sa carrière all'Anerossi Vicenza. E ricordiamo che come giocatore Bigon fa parte del Milan che vince il 10° scudetto, quindi la stella. D'ailleurs, j'ai joué contre ce Milan-là, c'était l'idole m'entraîneur. Tu avais Capello, tu avais Bigon devant. Rivera. Et tu avais un joueur incroyable qui était Gianni Rivera. Gianni Rivera, il avait un pied magique, c'était comme un golfeur. Le ballon, il revenait dans les pieds de l'attaquant. Il y avait Maldera, il y avait Albertosi. Chiodi devant. Il y avait Albertosi. Buriani, Albertosi. Donc, si on veut, c'était un grand AC Milan. Il y avait d'ailleurs comment il s'appelait, le directeur sportif, enfin, qui était à l'Atalante, qui avait été... Sartori, qui était dans l'effectif. Sì, che giocava. Ouais, il a joué, ouais. Et si tu veux, lui, c'était un grand aussi. C'était un grand Milan. Mais ce que j'aimais chez Alberto, après, il avait cette culture italienne. Lui, il disait, on prend un but, la partie, elle est finie. On doit gérer ces choses. Et il avait l'habitude, dans la vraie culture des grands entraîneurs italiens, c'était de dire, tous les dimanches, le classement, il doit bouger au niveau des points. Et lui avait à cette époque-là, il y avait... la descendance de Nello Rocco, ça veut dire les Milanistes qui avaient Bigon, qui avaient Capello, qui étaient des entraîneurs comme ça, et j'aimais beaucoup ce côté qui était plus milaniste dans le jeu que interiste. E quindi la miglior stagione in assoluto di Constantin da presidente, 1997, perché fate doppietta, vincete il campionato e vincete anche la Coppa. E la miglior stagione questa? È l'anno più bello? Oui, parce que là, on gagne le championnat et la coupe. Là, c'est un match, on finit, on élimine Lausanne, c'est un but de Ouattara. Et là, on fait le Vincete doublé. le ultime 4 partite. Oui. Et puis là, mais l'année d'avant, on avait fini deuxième, et puis on avait gagné la coupe contre Servette avec Aurélien Widmar. Et l'année d'avant, on avait gagné la coupe contre le Grasshoppers de Christian Gross. Mais ça, c'était la meilleure saison. Oui. Allora, qui vincete il campionato, pochi giorni dopo c'è la finale di Coppa, giocate contro il Lucerna, la partita è 3-3, si va quindi ai rigori. L'ultimo rigore lo tira Quentin, che non aveva mai tirato un rigore in vita sua perché Vicky, correggimi se sbaglio, non se la sente di calciare quel rigore. La pose e tire Raffaele. Era un show tra le altre cose con tanti vallesani, perché c'era Vicky, c'era Lonfa, c'era Gaspò, c'era Biaggi. Mais c'était notre époque, parce que les frontières, tu avais droit à 3 étrangers, les frontières, elles étaient fermées, c'était pas du tout la même chose. À partir du moment que toutes les frontières ont été ouvertes, on a perdu aussi beaucoup de jeunes joueurs suisses qui partent aujourd'hui à 15-16 ans à l'étranger. Le fait d'enlever la protection du football avec les frontières,
ça a perdu une valeur nationale du football. Car regardez en Italie, jamais l'Italie, avec des frontières fermées, aurait pas qualifié de Coupe du Monde de suite. L'Italie se qualifiait toujours. Donc ça a appauvri quand même l'ouverture des frontières a appauvri le football national. Quindi è inutile, provoco, è inutile lavorare con il settore giovanile. Non, mais on travaille bien avec le secteur des jeunes. Mais on aura un grand joueur qui va arriver, qui sera un joueur de la nationale, comme on en a eu pas mal quand même. E come si chiama? Lucas. Il joue avec l'équipe nationale des moins de 17 ans. C'est un joueur ça va venir un grand joueur. E sarebbe già pronto per fare il professionista fra pochi mesi? Je pense qu'il est bientôt prêt à rentrer dans l'équipe. Il a 16 ans maintenant, il va bientôt faire son premier match avec la première équipe, oui. I tuoi rapporti con i giocatori come sono? Sono spesso vulcanici, sono spesso irruenti? Perché ti faccio vedere un'immagine. Credo che sia... Chi è? Margherà questo qua. Margherà, oui. Cosa è successo? Margherà, il était fâché, là. Ah oui, abbiamo visto, ma perché era arrabbiato? Non, mais parce que c'était une année où Margherà, c'était un très bon joueur, mais c'était une année où c'était d'ailleurs sa fin de carrière, qu'il amenait rien, puis que j'étais fâché avec lui, et puis il avait marqué un but, puis il est venu me montrer qu'il avait pu marquer un but. Mais en général, les rapports avec les joueurs sont très très bons. E il Costantin allenatore, come si giudica? Bon, alors je prends des fois l'équipe quand les entraîneurs ils disent c'est trop dangereux. Non, pas des fois, sempre. Oui, non, mais ça fait rien. Si tout d'un coup je change un entraîneur avant une demi-finale de la coupe, comme j'ai eu fait de temps à autre, ben je prends moi l'équipe parce que les autres ils disent ouais, mais on n'ose pas, le risque de perdre est important, donc ils n'osent pas le prendre. Puis ça, c'est un match où à Lausanne, je dois absolument le gagner. C'est moi qui prends l'équipe, on gagne 3-1 la partie. Alors des fois, ça ne me joue pas toujours comme ça, mais ce match-là, c'est un match où je dois absolument gagner, puis on a gagné 3-1. Ma nello spogliatoio di che cosa parla Costantin prima di una partita, le volte che ha allenato la squadra? Non, mais quand je parle aux joueurs, j'ai des bons raccords. Mais moi, je ne parle pas aux joueurs, je parle au cœur du joueur. Je parle à la passion du football, à l'âme du joueur. Puis après, mon football, c'est un football très simple, ce que je veux dire, mais c'est le football que Trapattoni me dit. Il me dit, quand tu perds le ballon, tout le monde doit courir pour récupérer le ballon, et quand tu as le ballon, tout le monde se concentre suffisamment pour garder le ballon, pour la mettre au fond. Donc, si on veut, moi, je pense qu'aujourd'hui, on complique beaucoup tout ce qui est autour du football. Parce qu'en réalité, le football, physiquement, techniquement, il y a eu des grands progrès parce que la qualité des terrains, la qualité du matériel, la qualité des entraînements, les vidéos que tu peux voir tout de suite qui sont explicatives pour te corriger, amènent une meilleure qualité de joueurs. Par contre, ce qu'on a perdu, c'est l'envie de gagner, l'envie du palmarès. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui sont formés par les jeux vidéo, par ces choses-là, ce qui fait que le trophée n'a plus ne fait plus vibrer la même chose qu'à une certaine époque. À une certaine époque, tu gagnes, tu lèves un trophée, c'était une grande fête et une grande fierté. La jeunesse a perdu un petit peu ces valeurs-là, le plus aujourd'hui éduqué par la PlayStation que par les valeurs de la transpiration. Quindi è più difficile parlare al cuore di questi giovani giocatori. C'est pas... Écoute, je vais te dire la vérité, je pense quand même, il y a une chose que je m'aperçois, c'est que quand je prends un joueur dans les bras ou que je l'embrasse, un côté paternel, pour te dire le côté paternel, les joueurs n'ont plus ont besoin de ce côté paternel parce qu'ils l'ont plus vraiment à la maison. Et je vois, par exemple, j'en sais rien, un garçon que j'embrasse une fois, si je l'embrasse pas la fois d'après, il a le sentiment que je lui manque d'affection et tout ça. Et il y a des joueurs qui ont besoin d'être embrassés, ils ont besoin de sentir une chaleur humaine qu'ils ne trouvent plus aujourd'hui par les parents. Et ça, c'est quand même une chose qui est particulière, mais qui va revenir, parce que demain, on ne pourra pas vivre avec des robots, on doit quand même vivre avec des gens qui transpirent. E con questo signore come si viveva? Lui, le problème de Mario, c'est que ça a gâché. Le problème, Mario, il a
il a un talent incroyable. Il peut faire des choses que les autres ne peuvent pas faire, mais tu ne peux pas jouer au football 3 minutes par match parce que tu t'es pas préparé. Mais lui, c'est dommage c'est dommage que le bon Dieu lui a donné autant de talent. Enfin, c'est bien que le bon Dieu lui a donné autant de talent, mais c'est dommage que lui a fait si peu avec autant de talent. Ma come vi siete lasciati con Balotelli? Lui dice, perché qualche giorno fa ha fatto un'intervista, ha detto che non ha mai giocato in una società così disorganizzata come Sion. Non, alors, il faut être juste. Balotelli, l'interview, le journaliste lui dit ceci. Commence déjà par lui mettre le feu en lui disant il faut prendre les choses dans l'ordre. Il lui dit, Constantin, il a dit que celui qui investissait sur Balotelli, il faisait la pire erreur de sa vie. C'est le début. Donc, en fonction de ça, Balotelli doit faire une réponse pour se sauver, pour se donner raison. Alors, il cherche, il se répond, et puis à certains moments, il ne sait plus comment finir la phrase. Alors, il me dit, mais finalement, le président Constantin, il est instable. Donc, c'est exactement l'interview que tu me parles. Mais ce qu'il sait, Balotelli, au fond de lui, il sait que ce que je lui disais, ce que je lui demandais, c'était quelque chose de juste. Et d'ailleurs, depuis qu'il est parti de chez nous, c'est plus un joueur. Aujourd'hui, plus personne ne le prend, malheureusement. Mais il a fait une carrière, le 5%... il a fait le 5% de son potentiel, la carrière. Lui, il aurait dû être Ballon d'Or 3 fois avec Messi e Ronaldo. Allora siamo tutti d'accordo, perché in realtà io ho sempre pensato che instabile è soprattutto Balotelli, il quale poi quando giocava in Vallese pesava credo 7-8 kg in più rispetto al suo peso forma. Oui, mais moi je peux pas dire du mal de Mario, très objectivement. Mais je ne peux pas lui dire, Mario, tu as bien fait dans ta vie. Parce que Mario, avec ce qu'il a, Mario, il devait faire beaucoup plus. Mais Mario, c'est un garçon qui a du cœur. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas de mémoire. Dès que tu lui dis quelque chose ici, il va te dire oui, puis il passe la porte là-bas, il l'a oublié. Donc, c'est dommage. Mais moi, j'ai une affection pour Mario, mais je veux pas retravailler avec lui, voilà. C'è un altro giocatore italiano che era arrivato a Sion molto giovane, è Di Marco, che poi ha subito un infortunio, che racconta sempre in una di queste interviste che ad un certo momento Constantin, che è molto arrabbiato con la squadra, decide di far fare a tutta la squadra durante il mese di gennaio una settimana di militare. Ce la vuoi raccontare? C'est une année où, et de nouveau, on finissait pas le travail. Donc, je leur dis, les gars, c'est pas compliqué. Si vous savez pas finir le travail, on va faire une semaine de survie. Et on organise une semaine de survie avec la Légion française vers Montpellier, vers les Pyrénées. Alors, ils vont faire la semaine de survie. Tout le monde, c'était dur, hein, parce qu'ils vivaient dehors, ils devaient traverser des rivières, enfin, c'était dur. Et puis, Di Marco faisait une interview l'autre fois, je l'ai vu d'ailleurs, et puis il disait aux journalistes, ouais, mais c'est vrai, une fois on a fait une semaine de survie, puis le journaliste lui disait, ouais, mais enfin, le soir vous dormez à la caserne. Puis Di Marco, il a dit, qu'est à la caserne? On dormait dehors, on ne dormait pas à la caserne, c'était dehors. Donc, si tu veux, j'ai aussi vu cette interview, j'ai aussi trouvé très sympathique Di Marco, là, comme il a parlé. A proposito di acquisti, abbiamo parlato di Balotelli, abbiamo parlato di Gattuso, c'era la possibilità di acquistare Del Piero, poi che non è arrivato in Vallese, ma il più grande acquisto della storia di Constantin, presidente del Sion, qual è stato? Alors, celui que j'ai vendu le plus cher, c'est Mateusz Cunha, celui que je vends le plus cher. C'est celui-là. Et Mateusz, c'est un garçon. Mateusz, il est chez moi, on ne le faisait pas jouer. Même Paolo le faisait jouer latéral droit. Paolo Tramezzani. Et il le faisait jouer extérieur droit. Enfin bon. Et puis à la fin de la saison, je suis de nouveau, je dois remettre les choses. Je décide parce que pour moi, Cunha, c'est un garçon un peu comme Thierry Henry. Il avait cette vitesse de pointe,
mais il fallait l'alimenter. Ricordiamo che Cunha ultimamente gioca per la nazionale brasiliana, una quindicina di presenze. Non, mais attends, Cunha c'est un joueur incroyable. Cette année, il fait un grand championnat avec Wolverhampton. Aujourd'hui, je pense qu'il risque de partir à Manchester United pour près de 100 millions d'euros. Cunha, aujourd'hui, par rapport aux joueurs qui ont passé en Suisse, avec la somme des transferts qu'il aura obtenus, c'est un joueur qui aura fait 300 millions de transferts. Celui qui est derrière, c'est peut-être Salah qui est à Liverpool. Je pense qu'il sera pratiquement à la moitié de lui. Cunha, au niveau de la rentabilité, c'est le plus grand qui a passé en Suisse. Et Cunha, alors je veux le valoriser, alors je fais jouer Cunha en pointe et derrière lui, pour lui donner des ballons, je mets Anton Girgic qui joue maintenant ici à Lugano. Et à partir de là, je reçois une première offre de Leipzig à 6 millions d'euros et je finis après une bagarre à 21 millions d'euros. Donc Cunha, c'était le garçon le plus important au niveau du chiffre. Pagato quanto, Dacian? 150 000. Non, lui, en rentabilité, c'était bien. Mais j'ai eu un autre joueur qui a aussi fait, quand il est parti de chez moi, de 12 sélections avec le Brésil et qu'il a marqué 15 goals, c'était Tullio. Umberto Tullio. Il a fait 12 matchs avec le Brésil comme titulaire et il a marqué 15 goals. Devo fare un passo indietro, Cristian, perché dobbiamo parlare di questo episodio. Cosa ti salta in testa qui con Fringer? Ricordiamo, eravamo a Lugano, no? È storia di diversi anni fa. Alors, ti sei pentito? Alors, Rolf, il était à un moment où il était tout le temps en train de critiquer Barthélemy. Et Rolf Fringer... Barthélemy, che è tuo figlio. Mon fils. Che fa il direttore sportivo, oui, no? Et puis tout le temps sur les machins, Enfin, Rolf, il avait la manière de le critiquer. Barthélemy, je ne sais pas, il avait peut-être 24, 25 ans, je ne sais plus en quelle année, mais enfin, il faut faire le calcul. 2017, 1er settembre 2017. Alors 2017, Barthélemy, il avait 22 ans. Et puis, il était tout le temps en train de le critiquer, le machin, les histoires. J'avais dit à Rolf, j'ai dit, tu dis encore une fois quelque chose, tu auras affaire à moi. Hein. Et de nouveau, il a commencé, il était là-bas, j'étais vers lui, et puis je lui ai... Depuis là, il n'a plus jamais critiqué Barthélemy. Ma tu rifaresti la stessa cosa? Oui, non, mais je l'ai fait. Mais après, on s'est arrangé avec Rolf derrière une fondue. Hein, on n'a pas fait... O è la fondue o la raclette? La fondue, non, c'était fini. Mais Rolf avait cette manie pour se rendre intelligent devant la télévision, de parler mal d'un jeune homme qui était en plus mon fils. Donc, j'ai pas toléré. Puis je lui ai dit, écoute... ça suffit. Puis voilà. Puis je me suis pas caché, il y avait les caméras, il y avait les trucs, j'ai pas été faire ça sur un parking dans le noir. Hein. Parliamo ancora di Coppa Svizzera, una grande storia, quella in Vallese che inizia nel 1965 con Constantin presidente del Sion, vince 3 coppe di fila, ma soprattutto vince una Coppa Svizzera, 7 ne ha vinte Constantin. 7 de suite. Ouais. Vince la Coppa Svizzera. J'ai perdu la 8e. Ouais. A Ginevra. Ouais. Contro il Basilea, 3-0. Ouais. Ma da neopromosse eravate in Challenge League, era il 2006, andate a giocare a Berna contro lo Young Boys, fate 1-1 e poi vincete i rigori. Regazzoni. Alberto qui m'a marqué le... C'erano altri ticinesi, c'era Di Zenzo e Vailati in quella squadra. Alors j'avais Vailati au goal, j'avais Di Cenzo, et Di Cenzo c'est dommage, il aurait fait, s'il n'a pas la blessure... C'est un garçon que je pense qu'il finit en équipe nationale. Vraiment, un garçon, Alberto, c'est un garçon qui était dynamique, mais il n'avait peut-être pas la taille pour faire. Mais chez nous, c'était très, très bien. Mais pour Di Cenzo, je trouve que c'est dommage qu'il a eu cette blessure à Thun qui a fait que sa carrière, il n'a pas pu faire aboutir à ce qu'il aurait pu être comme joueur. Ma di tutte queste vittorie in Coppa Svizzera, questa è quella che da un punto di vista emotivo ti è rimasta più nel cuore, ce ne sono altre? Bon, celle qu'on gagne à balle contre balle, où on met 3-0 en 2015, on fait une grande finale. En 2015, on fait une finale où balle au top, et ils n'existent pas chez eux. Donc, mais la coupe,
La coupe chez nous, elle est... Sono queste immagini. Ouais, la coupe... Perché vincete a Basilea, il Basilea che arrivava 6 titoli consecutivi in campionato. Là, c'était un grand bal, c'était un grand... Ça, c'était une très, très grande partie. C'était bien géré. Mais c'est vrai qu'on a été la seule équipe de deuxième division à battre une équipe à battre en 100 ans. On est la seule équipe qu'on a fait ça. On est la seule équipe qu'on a gagné 13 finales de suite. Enfin, en coupe, on a fait des grandes choses. Et je pense comme président, je suis le président le plus titré des 100 ans de la coupe. Voilà. Chiudiamo con delle immagini che non c'entrano niente con il calcio. Sono queste. Cristian Constantin, imprenditore, ha acquistato questo immobile a Capo San Martino. Che cosa volete fare? Ici, je pense que le Lugano, par rapport au lac de Côme, est sous-évalué. Et je pense que, par exemple, cette partie-là de Lugano, elle n'a pas changé entre la sortie de Paradiso jusqu'à Melide. C'est la même chose que quand on jouait là. Depuis la guerre, ça n'a pas changé. Et pourtant, c'est un site incroyable. Et je pense que là, il faut qu'on fasse un magnifique hôtel luxueux pour maintenant permettre à Lugano de devenir une adresse plus importante que ce que c'est actuellement, parce qu'il n'y a plus de grands hôtels prestigieux à Lugano depuis, je sais pas, depuis des décennies. Donc aujourd'hui, je pense que Lugano doit trouver une dimension qui sera nouvelle, qu'on va retrouver. Ce qu'elle a eu dans l'histoire, en partie, elle pourra le retrouver. D'ailleurs, on voit aujourd'hui, il y a le Cornaredo qui est en train de se faire, il y a des investissements à Lugano importants, et Lugano, qui est quand même la 3e cité économique de Suisse, mérite aujourd'hui une attention particulière. Et j'ai plusieurs propriétés sur le lac de Lugano, que ce soit à Gandria, à Bisonne, à Capo San Martino, parce que je pense que Lugano, c'est un point bas, c'est un des plus beaux lacs du pays. Et je pense que cette notion des montagnes avec le Valais, des choses au lac, sur le lac Léman, sur le lac de Lugano et dans les montagnes valaisannes peut faire un circuit touristique dans notre pays de grande qualité. Allora, Cristian Constantin, eravamo partiti da Mario Prosperi, a detta di Constantin, il miglior portiere della storia del calcio svizzero. Facciamo tutta la squadra svizzera. Donc on partirait avec Mario au goal, Stéphane à droite, Rodriguez à gauche, Akanji, Muller. Après, on mettrait Wallon en 6. Après, on mettrait... Xhaka. On mettrait Xhaka avec... je mettrais peut-être Xhaka avec Kobe. Avec Kobe Kuhn, oui, il avait ce ballon, il avait du ballon. Ancora 3. Bon, Oliver Neuville, il n'a pas choisi la Suisse, malheureusement. Après, je mettrais Alex Frey. Je mettrais Koubi d'un côté et puis... Chapuisat de l'autre. Chapuisat de l'autre. Après, je prendrais quand même Alain Souter aussi, qui avait fait quelque chose. Ne hai dimenticato uno. Ouais. Shaqiri. Et puis Shaqiri. Shaqiri, je dois le prendre. Ben, Shaqiri aussi. Mais Shaqiri pour finir les parties. Shaqiri pour finir les parties, qui était un grand joueur aussi. Allora, ancora una domanda. Il più grande straniero della storia del calcio svizzero? Alors, je vais te surprendre. Le joueur étranger qui a fait la plus grande carrière et qui a passé en Suisse, et que c'est le seul qui a fait un ballon d'or, il a joué entre 11 et 13 ans chez moi. Il s'appelle Ronaldinho. Ah, perché c'era il fratello Roberto Assis. Giusto. Beh, Ronaldinho. Grazie, Cristian. Alla prossima. On peut finir avec Ronaldinho, comme ça. Comme ça, on peut mettre Ronaldinho, ça plus. Sì, c'est parfait.